Ma vie a toujours été prévisible. Chaque matin, je me lève à 6 heures, je me prépare un thé, je le bois assise dans un fauteuil usé, et je regarde par la fenêtre la rue des Mimosas, où il ne se passe que rarement quelque chose. C'est devenu mon rituel depuis que Bernard est mort il y a 4 ans. Je ne peux pas dire qu'il me manque beaucoup. 39 ans de mariage m'ont beaucoup appris, principalement qu'on ne peut pas faire confiance aux gens, même à ceux avec qui on partage son lit. Je m'appelle Evelyne Rousseau. J'ai 67 ans et je vis à Bellerive, une petite ville que la plupart des Français ne sauraient pas situer sur une carte. C'est un endroit où tout le monde se connaît mais préfère garder ses distances. Cela me convient. Après des décennies comme caissière au supermarché Marché U, j'ai vu assez de gens pour savoir que moins il y a de contacts, moins il y a de frustration. C'est lundi, le jour des factures. Je sors du tiroir de la commode un vieux dossier en cuir où je conserve tous mes documents financiers. Bernard se moquait toujours de ma pédanterie, mais c'est grâce à elle que nous n'avons jamais eu de graves problèmes financiers, contrairement à notre fils Pierre. Pierre Rousseau, mon fils unique, a maintenant 43 ans. Il possède une petite entreprise de nettoyage qui, selon lui, est sur le point de commencer à générer de sérieux bénéfices. J'entends cette phrase depuis 15 ans. Sa femme, Rachel, 39 ans, travaille comme réceptionniste à la clinique privée du docteur Lambert. Rachel me regarde toujours avec un mépris mal dissimulé, comme si j'étais une pièce de musée du siècle dernier. Peut-être que pour elle, c'est ce que je suis. J'étale les factures sur la table de la salle à manger et je commence à remplir les chèques. Électricité, eau, téléphone, internet, que je n'utilise presque jamais, mais Pierre a insisté pour que maman reste à la page. Une fois les paiements terminés, je vérifie le solde de mon compte en banque, et c'est là que je me fige. Quelque chose ne colle pas. D'après mes calculs, il devrait y avoir environ 46 000 € sur le compte. C'est l'argent qui restait après la mort de Bernard, son assurance vie, et les petites économies que nous avions faites toute notre vie. Mais le relevé n'affiche que 38 622 €. Je sors ma calculatrice et vérifie à nouveau les calculs. Ma retraite arrive régulièrement, et je dépense très peu. Même avec toutes les dépenses des derniers mois, le montant n'aurait pas dû baisser autant. Je vérifie les relevés des 6 derniers mois. En effet, une certaine somme d'argent disparaît de mon compte chaque mois, généralement autour de 500 €. Je n'ai pas retiré cet argent. Un frisson me parcourt la poitrine. Quelqu'un me vole mon argent. Mais comment? Ma carte bancaire est toujours avec moi. Je n'ai jamais donné mon code confidentiel à personne. À moins que... Non, ça ne peut pas être ça. Je repousse la pensée qui m'a traversé l'esprit. Mon propre fils ne me volerait pas. Pourtant, je repense au Noël de l'année dernière, quand Pierre et Rachel sont venus me rendre une visite surprise. Ils me rendent rarement visite pour rien, généralement seulement quand ils ont besoin de quelque chose. Cette fois-là, Pierre était inhabituellement gentil, m'aidant dans la cuisine, s'enquérant de ma santé, proposant même de m'accompagner à la banque pour m'aider à comprendre le nouveau système de banque en ligne. J'avais refusé, préférant faire les choses à l'ancienne. Mais maintenant, je me demande, n'était-ce pas à ce moment-là qu'il a tenté d'accéder à mon compte? Je me souviens aussi des quelques fois où j'ai surpris Pierre en train de fouiller dans mes documents. Il avait toujours des explications plausibles. Il cherchait de vieilles photos de famille, m'aidait à organiser mes papiers, etc. Mais s'il cherchait en réalité des informations sur mon compte bancaire? Un appel téléphonique interrompt mes réflexions. C'est Rachel, sa voix anormalement enjouée. « Evelyne, comment allez-vous? Pierre et moi pensions passer ce week-end. On pourrait peut-être dîner ensemble. » Depuis quand s'intéresse-t-il à un dîner commun? Ils ne me rendent visite qu'une fois par mois depuis 1 an environ, et par pure nécessité. Quelque chose ne va pas, Rachel. Je demande sans détour. Non, non, rien du tout. Vous nous manquiez, c'est tout. Sa voix tremblait légèrement. Pierre voulait vous parler d'une affaire de famille. Les affaires de famille. La dernière fois que Pierre a voulu discuter d'affaires de famille, il m'a demandé un prêt de 5 000 € pour développer son entreprise. Je lui ai donné l'argent, même si je savais que je ne le reverrais jamais. Ce n'était pas un prêt, mais un cadeau, comme tant d'autres prêts, avant celui-ci. Dis à Pierre que j'ai déjà des projets pour le week-end. Ai-je menti? Peut-être une autre fois. En raccrochant, je regarde à nouveau mes relevés bancaires. Si Pierre a vraiment réussi à accéder à mon compte, il retire probablement de l'argent régulièrement. Mais comment le prouver? Et que ferais-je si cela se confirmait? La pensée que mon propre fils puisse me voler était douloureuse, mais pas si choquante.
Pierre a toujours été un enfant difficile. Même petit, il préférait la manipulation à la franchise. Bernard y voyait un signe d'intelligence. J'y voyais un signal d'alarme. Avec le temps, Pierre a appris à masquer ses véritables intentions sous une couche de fausse sollicitude. Mais une mère voit toujours clair dans le jeu de son enfant. Rachel est entrée dans sa vie il y a 15 ans. Une femme belle et ambitieuse, avec des yeux froids et des lèvres perpétuellement pincées. Elle n'a jamais caché sa frustration face à Pierre et ses difficultés financières constantes. Parfois, j'avais l'impression qu'elle me regardait comme si j'étais un distributeur automatique auquel ils avaient accès. Je me suis levée et me suis approchée de la fenêtre. Il commençait à pleuvoir, un événement rare pour notre ville aride. Des gouttelettes coulaient sur la vitre, déformant la vue de la rue vide. C'est symbolique, ai-je pensé. Tout dans ma vie semblait maintenant déformé, flou. Que faire? Aller à la banque et signaler une éventuelle fraude? Mais si je me trompe et que c'est une sorte d'erreur technique? Et si j'ai raison et que c'est vraiment Pierre? Serais-je capable de poursuivre mon propre fils en justice? Même après tout ce qui s'était passé, cela semblait une mesure trop cruelle. J'ai décidé de vérifier mes soupçons d'abord. Demain, j'irai à la banque demander un relevé complet de toutes les transactions des 6 derniers mois. Je verrai exactement quand l'argent a été retiré. Peut-être même que je découvrirai où les transactions ont eu lieu. Si c'est Pierre, je dois en avoir le cœur net. J'ai passé le reste de la journée à réfléchir à ma vie et à la façon dont je me retrouvais dans une situation où mon propre fils pouvait me voler. Bernard l'avait toujours choyé, lui donnant de l'argent sans préavis, sans jamais exiger de compte. C'est notre fils unique, Evie, disait Bernard. Nous devons l'aider. Après la mort de Bernard, Pierre semblait avoir reporté ses attentes sur moi. Mais je ne suis pas Bernard. J'ai toujours vu notre fils nous utiliser. Pierre était un enfant qui obtenait tout ce qu'il voulait. Si nous lui refusions quelque chose, il piquait des colères si terribles qu'il était plus simple de céder. Bernard appelait ça du caractère, mais j'y voyais de l'égoïsme et un manque de discipline. Au fil des ans, ces traits n'ont pas disparu. Ils ont simplement pris des formes plus subtiles. Maintenant, au lieu de crise de colère, il y avait la manipulation, les promesses jamais tenues et les mensonges. Des mensonges habiles et élaborés. Adolescent, Pierre a commencé à voler de petites choses. D'abord dans mon portefeuille, puis dans les casiers à l'école. Bernard trouvait toujours des excuses. Tous les enfants passent par là. Ils testent juste les limites. Ce n'est pas grave. Mais je voyais que c'était grave. Je voyais mon fils devenir un homme qui pensait pouvoir prendre les affaires des autres sans demander et sans conséquence. Quand Pierre a eu 18 ans, il a essayé l'université mais a abandonné après un semestre. Ce n'était pas pour moi, a-t-il dit à l'époque. Puis il y a eu des années de petits boulots, d'entreprises ratées et de demandes constantes d'aide financière. Bernard et moi avons payé sa première voiture, le premier loyer de son appartement, couvert ses dettes quand il a essayé d'ouvrir un magasin de jeux vidéo et fait faillite 6 mois plus tard. J'ai essayé d'être plus ferme, disant à Bernard que nous n'aidions pas notre fils, mais que nous le rendions dépendant de nous. Mais Bernard cédait toujours, et finalement, Pierre savait qu'il pouvait venir nous voir pour de l'argent à tout moment. Rachel est entrée dans sa vie quand il avait 28 ans. Elle travaillait dans le même bar où Pierre était barman. Belle, mais avec une dureté intérieure qui se lisait dans son regard, dans le pli de ses lèvres, dans sa façon de se tenir. Bernard l'a tout de suite détestée, ce qui était inhabituel pour lui. Il essayait généralement de voir le meilleur chez les gens. Cette femme est avec lui pour l'argent, m'a-t-il dit après leur première rencontre. Mais notre fils n'a pas d'argent. Ce à quoi j'ai répondu, il n'en a pas, mais nous, si. Et Bernard a compris ce que je voulais dire. Rachel voyait en Pierre moins une personne qu'un héritage potentiel. Et comme il s'est avéré, elle n'allait pas attendre. Ils se sont mariés 1 an après leur rencontre. Rachel a insisté pour une petite cérémonie afin de ne pas dépenser trop d'argent, comme elle a dit en me regardant. Leur voyage de noces a été payé par nous, tout comme l'apport pour leur maison. Et bien d'autres choses. Après le mariage, Pierre a décidé de lancer sa propre entreprise, une société de nettoyage. C'est une affaire en or, nous a-t-il convaincus. Tout le monde a besoin de nettoyage, surtout les riches qui peuvent payer. Bernard lui a donné le capital de départ, 20 000 euros. J'étais contre, mais je n'ai pas discuté. C'était l'argent de Bernard. De l'argent qu'il avait gagné au fil des ans en travaillant pour une entreprise de construction.
L'entreprise de Pierre flottait, mais à peine. Tous les quelques mois, des circonstances imprévues nécessitaient des investissements supplémentaires. Bernard continuait de donner de l'argent. Je me suis tue, jusqu'à un certain point. Quand Bernard a été diagnostiqué d'un cancer, tout a changé. La maladie progressait rapidement. Les médecins lui donnaient 1 an, tout au plus. Durant ces mois, Pierre et Rachel sont devenus remarquablement attentifs. Ils venaient chaque semaine, apporter des courses, aider à la maison. Rachel a même appris à faire la soupe préférée de Bernard. Je voyais la joie de mon mari lors de leur visite, ses yeux brillants d'espoir que notre fils devenait enfin adulte, responsable. J'ai vu autre chose. J'ai vu comment, après que Bernard soit parti dans sa chambre, Pierre commençait à me poser des questions sur l'assurance, sur la rédaction du testament, sur nos économies. Je répondais évasivement, et cela le mettait en colère. « Nous sommes une famille, maman », disait-il avec insistance. « Nous devons savoir comment assurer ton avenir. » Mon avenir ? Comme si j'étais déjà sur mon lit de mort, et non son père. Bernard est mort tranquillement dans son sommeil, n'atteignant même pas le délai prédit par les médecins. À l'enterrement, Pierre a pleuré si sincèrement que même moi, j'aurais presque pu croire à son chagrin. Rachel se tenait à ses côtés, lui tenant la main, son visage un masque de deuil. Mais ses yeux restaient secs et froids. Après l'enterrement, ils ont commencé à me rendre visite moins souvent. D'abord 1 fois toutes les 2 semaines, puis 1 fois par mois, puis seulement les jours de fête. Chaque visite était accompagnée de conversations sur l'argent. « Maman, tu ne vas pas mourir de faim avec ta retraite, n'est-ce pas ? Maman, tu devrais t'offrir quelque chose de bien. Tu as eu l'assurance de papa. Maman, peut-être que tu devrais changer les meubles, faire des réparations. » Je ne suis pas tombée dans ces pièges. L'argent restant de la mort de Bernard était mon assurance vieillesse. Je n'allais pas le dépenser pour les caprices de Pierre ou de Rachel. Cela semblait les décevoir et même les mettre en colère. Progressivement, notre relation est devenue encore plus tendue. Ils appelaient de moins en moins souvent, ne venant que s'ils avaient besoin de quelque chose. Je me suis habituée à la solitude, j'ai même fini par l'aimer. Je me sentais plus calme dans le silence de ma propre maison qu'en compagnie de mon propre fils et de sa femme. Et maintenant, ceci. De l'argent qui disparaît de mon compte que je n'ai pas retiré. Des appels étranges de Rachel proposant des visites surprises. Tout indiquait que mes pires soupçons pourraient être vrais. Le soir, j'ai bu un thé et pris un somnifère, mais le sommeil ne venait pas. Mes pensées tournaient autour de la même chose. Comment Pierre aurait-il pu accéder à mon compte ? Et que lui dirais-je si je le prenais en flagrant délit ? Je me suis réveillée ce matin avec une décision ferme. J'irai à la banque aujourd'hui, mais pas à mon agence habituelle sur la Grande Rue, mais à celle du centre commercial Le Grand Chêne, de l'autre côté de la ville. Si Pierre retire vraiment de l'argent de mon compte, il le fait probablement là où il y a moins de chances de me croiser ou de croiser quelqu'un que je connais. Je me suis habillée avec un soin particulier, choisissant un tailleur bleu marine que je ne portais que pour les grandes occasions. Je me suis coiffée, j'ai même mis un peu de maquillage. Je voulais avoir l'air solide, pour que les employés de la banque prennent ma demande au sérieux. Mais surtout, je voulais me sentir forte, porter une armure qui me protégerait de la douleur possible si mes soupçons se confirmaient. La vieille berline que Bernard et moi avions achetée il y a 12 ans n'a pas démarré tout de suite. Je n'ai jamais été une bonne conductrice, alors je suis sortie du garage lentement, comme si je retardais délibérément l'inévitable. Il m'a fallu environ 20 minutes pour arriver au centre commercial Le Grand Chêne, et j'ai décidé d'utiliser ce temps pour rassembler mes pensées. En allumant la radio, j'ai entendu une vieille chanson que Bernard aimait fredonner quand il bricolait dans le garage. La mélodie simple a soudainement ravivé des souvenirs, et je me suis surprise à penser au passé, à la façon dont Pierre et moi en étions arrivés à ce triste présent. Pierre est né quand j'avais 24 ans. Jeune, inexpérimentée, j'essayais d'être la mère parfaite. Je lisais des livres sur l'éducation des enfants, suivais les conseils des médecins, essayais de donner à mon enfant autant d'attention que possible. Bernard, d'un autre côté, pensait qu'un garçon devait être élevé sans trop de manières, et me critiquait souvent pour être, à son avis, trop douce. Peut-être qu'il avait raison. Peut-être avais-je trop gâté mon fils dans son enfance, lui donnant tout ce qu'il voulait pourvu qu'il ne pique pas de crise. Les crises de Pierre étaient spectaculaires. Il pouvait crier pendant des heures. Et une fois, quand il avait 7 ans, il a cassé toutes les assiettes du placard de la cuisine parce que je ne voulais pas lui acheter un jouet qu'il avait vu dans un magasin. Chaque année, c'était de plus en plus difficile.
Pierre avait constamment des problèmes à l'école, se battait avec ses camarades, était impoli avec les professeurs, séchait les cours. Nous étions régulièrement convoqués dans le bureau du directeur. Bernard criait généralement sur son fils, promettait de le punir, mais ne mettait jamais ses menaces à exécution. Et moi, je trouvais toujours des excuses à son comportement. C'est juste un garçon actif. Les professeurs s'acharnent sur lui. C'est l'âge de la transition. Arrêté à un feu rouge, j'ai secoué la tête. Qui avais-je trompé toutes ces années? Pierre avait toujours été un enfant compliqué. Mais au lieu de l'aider à devenir une meilleure personne, Bernard et moi avions encouragé ses pires défauts. Moi, avec ma volonté éternelle de protéger, Bernard avec sa discipline incohérente. À l'âge de 16 ans, Pierre expérimentait l'alcool et je le soupçonnais, des drogues douces. Ses notes étaient si mauvaises que l'université était hors de question. Bernard était vraiment en colère pour la première fois. « Je n'ai pas travaillé toute ma vie pour que mon fils devienne un vaurien », a-t-il crié. Lui et Pierre se sont si violemment disputés que son fils a quitté la maison et n'est pas réapparu pendant 3 jours. J'étais en panique, j'appelais tous ses amis, je voulais même aller à la police. Bernard m'a arrêté. Il reviendra quand il aura faim, a-t-il dit avec assurance. Et il avait raison. Pierre est revenu, sale, affamé et en colère. Mais au lieu de remords, il a exigé de l'argent. J'ai besoin de 500 balles, a-t-il déclaré, me regardant dans les yeux avec défi. J'ai refusé. Et puis il a commencé à crier, nous accusant d'être de mauvais parents, de ne l'avoir jamais aimé, de détester cette famille. Bernard n'a pas pu le supporter et l'a giflé. La première et unique gifle de sa vie. Pierre s'est tu, puis a souri. Voilà votre vrai visage. Et il est parti dans sa chambre. Je n'ai pas défendu mon fils cette fois-là, bien que je le fasse habituellement. Quelque chose dans son comportement, dans ses paroles, m'a touché au plus profond de moi. C'était peut-être la première fois que je le voyais vraiment. Pas comme je voulais le voir, mais tel qu'il était réellement. Après le lycée, Pierre a tenté de suivre une formation technique supérieure, mais a abandonné après un semestre. Ce n'était pas pour moi, a-t-il dit. Et encore une fois, Bernard et moi n'avons pas insisté. Puis il y a eu des années de petits boulots, d'entreprises ratées et de mendicité constante pour de l'argent. La première entreprise sérieuse de Pierre, un magasin de jeux vidéo, a fait faillite après 6 mois. Il est venu nous voir avec 20 000 € de dette et les yeux d'un chien battu. « Je ne peux pas y arriver sans votre aide », a-t-il dit à l'époque. Bernard a accepté d'aider sans hésiter. J'étais contre, mais je me suis tue. C'est devenu notre scénario familial. Pierre demande, Bernard donne. Je me tais. Le feu est passé au vert et j'ai continué ma route. Par la fenêtre défilaient les rues familières de Bellerive, une ville qui ne changeait jamais. Les mêmes magasins, les mêmes maisons, les mêmes visages. Parfois, j'avais l'impression que le temps s'était arrêté ici, et que nous étions les seuls à vieillir. Mes pensées sont revenues à Rachel. Quand elle est entrée dans la vie de Pierre, il avait 28 ans. Il travaillait comme barman au bar local, le bistrot du coin, où il avait pris un emploi après un autre échec commercial. Rachel était la nouvelle serveuse. Belle, avec de longs cheveux sombres et des yeux froids. Elle a tout de suite remarqué Pierre, ce qui m'a surprise. Mon fils n'était pas beau, et à cette époque, il commençait à prendre du ventre et à perdre ses cheveux comme son père. De plus, il n'avait ni argent ni perspective. Qu'est-ce qui pouvait bien attirer une femme comme Rachel? J'ai eu la réponse la première fois que je l'ai rencontrée. Rachel est venue dîner, a apporté une bouteille de vin bon marché et un gâteau du supermarché. Elle a charmé Bernard toute la soirée, riant à ses blagues, s'informant de son travail, admirant la maison. Elle m'a presque ignorée, mais j'ai remarqué comment son visage a changé quand Bernard a mentionné qu'il prendrait bientôt sa retraite et que nous avions mis de côté une belle somme pour nos vieux jours. Ses yeux ont littéralement brillé. Elle est devenue encore plus gentille, encore plus attentive. Après le dîner, quand Pierre est sorti pour la raccompagner à sa voiture, Bernard m'a dit « Gentille fille, n'est-ce pas ?» Et j'ai répondu « Elle est avec lui pour l'argent. » Notre argent. Bernard a balayé mes paroles d'un revers de main. Mais quelques mois plus tard, quand Rachel a commencé à faire des allusions à un mariage, il est devenu plus méfiant. « Tu avais peut-être raison », m'a-t-il dit un jour après leur visite. À ce moment-là, Pierre avait emménagé avec Rachel dans son appartement en location et avait cessé de travailler au bar, expliquant qu'il cherchait quelque chose de mieux. Ils se sont mariés 1 an après leur rencontre. Une cérémonie modeste à la mairie,
Une réception modeste dans un restaurant local, le tout à nos frais, bien sûr. Le voyage de noces en Floride était également un cadeau de notre part. Bernard m'a dit alors, que ce soit la dernière chose que nous leur donnons. Il est temps qu'ils se débrouillent seuls. Mais bien sûr, ce n'était pas la dernière. Bientôt, Pierre a eu l'idée d'une entreprise de nettoyage. C'est une affaire en or, a-t-il dit. Tout le monde a besoin de nettoyage, surtout dans notre petite ville poussiéreuse. L'investissement initial est minime, et le potentiel est énorme. Bernard lui a donné 20 000 euros. Encore une fois, j'étais contre, mais je me suis tue. L'entreprise a vraiment démarré, et pendant un certain temps, il a semblé que Pierre avait enfin trouvé sa voie. Il a embauché quelques femmes, acheté du matériel, même loué un petit bureau. Mais ensuite, les problèmes ont commencé. Un client a refusé de payer, le matériel est tombé en panne, ou les femmes ont démissionné. Chaque fois, Pierre venait nous voir avec de nouvelles demandes d'argent, et chaque fois, Bernard disait « c'est la dernière fois ». Et chaque fois, ce n'était pas vrai. Rachel travaillait alors comme réceptionniste à la clinique du docteur Lambert. Elle s'habillait toujours impeccablement, portait des bijoux coûteux et parlait avec un léger dédain de tout et de tout le monde. De ses collègues, un culte, de notre ville, un trou à fuir, de notre maison, jolie mais si démodée, de Pierre quand elle pensait que je ne l'entendais pas. Si seulement tu allais au bout des choses une fois. Je ne comprenais pas pourquoi elle restait avec lui. Si l'argent était son objectif, alors Pierre l'avait clairement déçue. Peut-être espérait-elle toujours notre héritage. Ou avait-elle simplement peur du changement? Ou sa froideur masquait-elle ses vrais sentiments? Je ne savais pas, et franchement, je m'en fichais. L'important était que leur mariage semblait stable, et qu'au moins Pierre ne vivait pas à nos crochets. Mais ensuite, Bernard a été diagnostiqué d'un cancer. C'était comme un coup de tonnerre. Mon mari, fort et solide, n'était soudain plus que l'ombre de lui-même. Les médecins lui donnaient 1 an, tout au plus. C'est durant ces jours terribles que j'ai vu pour la première fois Pierre et Rachel devenir vraiment attentifs. Ils venaient chaque semaine, apporter des courses, aider à la maison. Rachel a même appris à faire la soupe aux haricots et au jambon préféré de Bernard. Bernard était touché par leur attention. Tu vois, me disait-il, notre garçon a grandi maintenant. Je peux partir en paix. Je hochais la tête et souriais, mais quelque chose à l'intérieur de moi se serrait d'anxiété, car je voyais quelque chose que Bernard, dans sa gratitude, ne voyait pas. Je voyais comment, après que Bernard soit parti se reposer dans la chambre, Pierre commençait à me poser des questions sur l'assurance, sur le testament, sur nos économies. Nous devons être prêts à tout, maman, disait-il avec une fausse inquiétude. Nous devons savoir comment assurer ton avenir. Je répondais évasivement, et cela le mettait en colère. Un jour, alors que j'évitais une nouvelle fois une réponse directe, il m'a attrapé le bras si fort que j'en ai eu un bleu. Tu ne fais pas confiance à ton propre fils, a-t-il sifflé. Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai répondu, non. Il a lâché ma main et n'a plus jamais abordé le sujet devant moi. Mais je les voyais, lui et Rachel, chuchoter, me jetant des regards. Bernard est mort tranquillement dans son sommeil, n'atteignant même pas le délai prédit par les médecins. À l'enterrement, Pierre a pleuré si sincèrement que j'ai failli croire à son chagrin. Rachel lui tenait la main, son visage un masque de deuil, mais ses yeux restaient secs et froids. Après l'enterrement, ils ont commencé à me rendre visite moins souvent. D'abord 1 fois toutes les 2 semaines, puis 1 fois par mois, puis seulement les jours de fête. Chaque visite était accompagnée de conversations sur l'argent. Maman, tu ne vas pas mourir de faim avec ta retraite, n'est-ce pas? Maman, tu devrais t'offrir quelque chose de bien. Tu as eu l'assurance de papa. Maman, peut-être que tu devrais changer les meubles, faire des réparations. Je ne suis pas tombée dans ces pièges. L'argent restant de la mort de Bernard était mon assurance vieillesse. Je n'allais pas le dépenser pour les caprices de Pierre ou de Rachel. Cela semblait les décevoir et même les mettre en colère. Un jour, Pierre est venu seul, sans Rachel. Il avait l'air épuisé et nerveux. « Maman, j'ai besoin de ton aide », a-t-il dit sans me regarder dans les yeux. L'entreprise a des problèmes. Je pourrais tout perdre. J'ai demandé de combien il avait besoin. 10 000, a-t-il répondu si bas que j'ai à peine entendu. 10 000 euros. C'était presque un quart de l'argent restant de la mort de Bernard. J'ai hésité. D'un côté, c'était mon fils, et il semblait vraiment désespéré. De l'autre, je lui avais donné de l'argent tant de fois auparavant, et rien n'avait changé.
Je vais y réfléchir, ai-je dit. Pierre a hoché la tête et est parti sans même finir le thé que je lui avais servi. Le lendemain, Rachel a appelé. Sa voix était mielleuse. Evelyne, vous n'imaginez pas à quel point Pierre est inquiet pour l'entreprise. Je crains pour sa santé. Il ne dort presque pas. Il ne mange pas. S'il vous plaît, aidez-le. J'ai accepté de leur donner 5 000 €, mais pas 10 000. Pierre est venu chercher le chèque le jour même. Il était inhabituellement silencieux, me remerciant même, chose qu'il n'avait presque jamais faite auparavant. Je te rembourserai, je te le promets, a-t-il dit en glissant le chèque dans sa poche. Nous savions tous les deux que c'était un mensonge. Après cet incident, ils ont recommencé à me rendre visite plus souvent. Ils appelaient, m'invitaient à dîner, s'enquéraient de ma santé. Je savais qu'ils espéraient une nouvelle aide financière, mais une partie de moi était quand même heureuse de leur attention. Stupide, je suppose. Le centre commercial Le Grand Chêne est déjà apparu au loin. Je me suis garée sur le parking, pensant à ce que je ferais si mes soupçons se confirmaient. Si je découvrais que Pierre avait effectivement, d'une manière ou d'une autre, accédé à mon compte et me volait mon argent. Une partie de moi voulait juste oublier, prétendre que je n'avais rien remarqué. Après tout, ce n'est que de l'argent. Et c'est mon fils, ma chair et mon sang. Mais l'autre partie, celle qui s'était renforcée au fil des ans, exigeait justice. Pourquoi devrais-je le laisser me voler? Pourquoi devrais-je être l'éternelle victime? Je me suis garée et je suis restée assise un moment, rassemblant mes pensées. Si Pierre me vole vraiment mon argent, c'est qu'il a trouvé un moyen d'accéder à mon compte. Probablement en falsifiant des documents ou en découvrant d'une manière ou d'une autre mes mots de passe. Ce n'est pas seulement du vol. C'est une trahison au plus profond niveau. Et que lui dirais-je si je le prenais la main dans le sac? Que ferais-je? Dénoncer mon propre fils à la police? Je ne pouvais pas supporter cette pensée, mais je ne pouvais pas le laisser continuer à voler. Il fallait que ça s'arrête. J'ai décidé que j'obtiendrais d'abord un relevé complet de toutes les transactions de mon compte des 6 derniers mois. Je verrai exactement quand l'argent a été retiré. Peut-être même que je découvrirai où les transactions ont eu lieu. Si c'est Pierre, je dois en avoir le cœur net. Et ensuite je déciderai quoi faire. Avec cette pensée, je suis sortie de la voiture et je me suis dirigée vers l'entrée du centre commercial. La banque était au rez-de-chaussée, à côté d'un grand supermarché. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine et mes paumes devenaient moites. Je me sentais à la fois comme une vieille femme impuissante et comme une détective déterminée sur la piste d'un criminel. Et ce criminel pourrait s'avérer être mon propre fils. En entrant dans le centre commercial Le Grand Chêne, j'ai immédiatement senti le contraste saisissant entre la chaleur extérieure et l'air frais et climatisé à l'intérieur. Mes yeux ne se sont pas immédiatement adaptés à la lumière tamisée après le soleil éclatant, et j'ai dû m'arrêter un instant pour reprendre mes esprits. Le centre commercial était à moitié vide, une vision courante un matin de semaine. Quelques personnes âgées se promenaient lentement devant les vitrines. Une jeune mère essayait de calmer son bébé qui pleurait. Un couple d'adolescents assis sur un banc, les yeux rivés sur leur téléphone. J'ai vérifié les panneaux et me suis dirigée vers la banque, qui se trouvait au fond du rez-de-chaussée. Je marchais lentement, en partie parce que mes genoux me faisaient plus mal ces derniers temps. En partie parce que je n'étais toujours pas sûre de ma décision. Et si je me trompais? Si l'argent manquait pour une autre raison, un problème technique, une erreur de la banque? J'aurais l'air d'une vieille femme stupide et paranoïaque. Mais d'un autre côté, et si j'avais raison? Et si mon propre fils me volait vraiment? Que ferais-je alors? Le dénoncer à la police? Le confronter directement? Ou ferais-je simplement semblant de ne rien avoir remarqué, comme je l'ai toujours fait, préférant la paix familiale à la justice? Je me suis arrêtée devant la vitrine d'une bijouterie, fixant mon reflet dans la vitre. La femme qui me regardait semblait plus âgée que je ne me sentais. Des cheveux gris soigneusement arrangés dans une coiffure conservatrice, des rides autour des yeux et de la bouche, et des épaules légèrement voûtées. Quand suis-je devenue si vieille? Quand suis-je devenue cette femme peu sûre d'elle et effrayée? J'ai vu un mouvement dans le reflet derrière moi. Quelqu'un qui passait rapidement à côté de moi, et pendant une seconde, j'ai cru que c'était Pierre. Je me suis retournée brusquement, mais tout ce que j'ai vu, c'est le dos d'un homme qui disparaissait déjà au coin. Bien sûr, ça ne pouvait pas être Pierre. Que ferait-il ici à cette heure? Il devrait être au travail, à diriger son entreprise de nettoyage. J'ai continué vers la banque, essayant de calmer mes nerfs.
pendant les nombreuses années où j'ai vécu avec Bernard, j'avais appris à cacher mes émotions. Mon mari ne tolérait pas les crises de nerfs féminines, comme il les appelait. « Reprends-toi, Evie », disait-il chaque fois que je commençais à exprimer mon mécontentement ou ma frustration. Avec le temps, j'ai appris à enfermer mes sentiments au plus profond de moi, ne montrant au monde qu'un visage calme et imperturbable. Cette habitude m'est restée même après la mort de Bernard. L'agence bancaire était plus grande que celle que j'utilisais habituellement. Elle était moderne, avec des affiches aux couleurs vives vantant des prêts et des opportunités d'investissement, plusieurs distributeurs automatiques à l'entrée et un bureau d'accueil où une jeune femme au sourire parfait accueillait les clients. « Bonjour. En quoi puis-je vous aider ?» a-t-elle demandé alors que je m'approchais. « J'aimerais parler à quelqu'un de mon compte », ai-je répondu, en essayant de garder ma voix assurée. « Bien sûr », a-t-elle souri encore plus largement. « Puis-je avoir votre nom, s'il vous plaît ?» Evelyne Rousseau. Elle a tapé quelque chose rapidement sur l'ordinateur, puis a hoché la tête. « Merci, Madame Rousseau. Veuillez vous asseoir là-bas. » Elle a montré une rangée de chaises contre le mur. « Je vais voir qui peut vous recevoir. » Je me suis dirigé vers le siège désigné, mais à peine l'avais-je atteint que mon regard est tombé sur la zone des distributeurs automatiques dans le coin de la pièce. Et là, juste devant moi, se tenait Pierre. À côté de lui, Rachel se dandinait nerveusement, regardant autour d'elle. Je me suis figé sur place, incapable de croire mes yeux. Ils étaient là. En même temps que moi. Au distributeur. Mon fils et sa femme, qui étaient censés être au travail à cette heure. Rachel disait quelque chose à voix basse à Pierre, son visage exprimant de l'inquiétude. Pierre avait l'air concentré. Il avait inséré sa carte dans le distributeur et tapait quelque chose sur le clavier. Ma carte? Mon code confidentiel? Comment pouvait-il le connaître? Et puis je me suis souvenu. Il y a quelques mois, j'ai perdu mon portefeuille. Je l'ai cherché partout. J'étais sûre de l'avoir laissé au supermarché. Mais le lendemain, Pierre me l'a rapporté, disant qu'il l'avait trouvé dans l'allée de ma maison. Tu as dû le faire tomber en sortant de la voiture, a-t-il dit. J'étais alors si reconnaissante que je n'avais pas remarqué son comportement étrange, son regard fuyant. Maintenant, tout s'emboîtait. Il n'avait pas trouvé mon portefeuille. Il l'avait volé. Copié ma carte ou fait autre chose pour accéder à mon compte. Et puis il avait remis le portefeuille en place pour que je ne me doute de rien. Une vague de colère est montée en moi, si forte que mes yeux se sont obscurcis un instant. Comment a-t-il pu? Comment mon propre fils a-t-il pu me faire ça? J'ai pris une profonde inspiration, essayant de me calmer. Ce n'était pas le moment pour les émotions. C'était le moment d'agir. Je devais les prendre en flagrant délit. Voir ce qu'ils diraient, quelles excuses ils inventeraient. D'un pas déterminé, je me suis dirigé vers les distributeurs. Pierre venait de récupérer l'argent, une liasse de billets qu'il essayait de fourrer à la hâte dans sa poche. Rachel n'arrêtait pas de jeter des regards nerveux autour d'elle et a été la première à me remarquer. Ses yeux se sont agrandis d'horreur, et elle a tiré brusquement Pierre par la manche. « Pierre !» a-t-elle chuchoté si fort que je l'ai entendu même à quelques mètres de distance. Pierre s'est retourné et s'est figé en me voyant. Son visage était pâle, sa main à mi-chemin de sa poche avec l'argent. « Maman !» Sa voix tremblait. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Je me suis approchée, le regardant droit dans les yeux. Malgré mon âge et ma petite taille, je me sentais forte à ce moment-là. Plus forte que je ne l'avais jamais été. La même chose que toi, Pierre. Je suis venue à la banque. Ma voix sonnait étonnamment calme. Rachel avait l'air sur le point de s'évanouir. Pierre a essayé d'afficher un sourire désinvolte, mais il n'était pas convaincant. Je retirais juste un peu d'argent, a-t-il dit en évitant mon regard. De mon compte. Ils se sont tous les deux figés, ne sachant que dire. Leurs yeux lisaient la peur, la panique et la culpabilité. La culpabilité. Ils avaient été pris la main dans le sac, et ils le savaient tous les deux. « Maman, je peux expliquer », a commencé Pierre, sa voix pathétique. « Nous avions des problèmes financiers et j'allais te rembourser jusqu'au dernier centime. » Evelyne, est intervenue Rachel, sa voix douce, conciliante. « Nous voulions juste emprunter un peu. L'entreprise traverse une période difficile, mais les choses vont bientôt s'arranger et nous. » J'ai levé la main, arrêtant le flot de mensonges. Combien de fois avais-je entendu ces promesses? Combien de fois les avais-je crues? Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui serait différent.
J'ai regardé autour de moi. Nous étions dans un coin de la banque et, heureusement, personne ne nous prêtait attention. Les employés étaient occupés avec d'autres clients et les quelques personnes aux autres distributeurs étaient absorbées par leurs propres affaires. Combien avez-vous retiré jusqu'à présent? Ai-je demandé doucement mais fermement. Pierre et Rachel se sont regardés. Il était évident qu'ils calculaient mentalement, décidant s'il fallait dire la vérité ou mentir. Environ 7000, a finalement admis Pierre. Mais maman, je te jure que nous allions tout rembourser. 7000 €, ai-je répété, sentant quelque chose se briser en moi. C'était une somme considérable. De l'argent que j'avais économisé pour des frais médicaux imprévus, pour des réparations à la maison, pour ma vieillesse. Evelyne, a recommencé Rachel, sa voix encore plus douce. Vous comprenez que nous n'aurions jamais fait ça si ce n'était pas absolument nécessaire. L'entreprise de Pierre est en difficulté. Nous ne pouvons plus payer le prêt de la maison. Le prêt de la maison, ai-je répété, que je vous ai aidé à acheter, pour laquelle j'ai versé l'apport. C'était il y a longtemps, a dit Rachel rapidement, son visage légèrement rouge. Et nous en sommes très reconnaissants. Mais nous sommes dans une situation vraiment difficile en ce moment. Je les ai regardés tous les deux, ces deux personnes qui étaient censées être ma famille, mon soutien dans ma vieillesse. Au lieu de cela, ils m'ont volé, trompé, utilisé. Et puis ça m'a frappé. La solution est venue soudainement, comme un éclair de lumière dans l'obscurité. Je savais quoi faire. Je savais comment les faire arrêter. Ne vous inquiétez pas, ai-je dit calmement. Si calmement qu'ils se sont tous les deux figés, ne réalisant pas ce qui se passait. Vous pouvez avoir tout l'argent. Sachez simplement que ce compte servait à blanchir de l'argent de la drogue. J'étais la passeuse de votre père pendant 20 ans. La banque est déjà sous surveillance et toutes les transactions sont enregistrées. Maintenant, c'est votre problème. Je n'avais pas prévu de dire ça. Les mots sont sortis de mes lèvres, nés d'années de ressentiment et de frustration, d'années à laisser Pierre et Bernard prendre les décisions pour moi. D'années à me taire pour préserver la paix. L'effet a été immédiat et écrasant. Pierre est devenu encore plus pâle, si c'était possible. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Rachel a émis un bruit étrange, quelque chose entre un sanglot et un cri étranglé. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? C'est finalement forcé à dire Pierre. Tu m'as entendu, ai-je dit, sans détourner le regard. Ton père n'était pas seulement un ouvrier du bâtiment. C'était sa couverture. Il était en fait un trafiquant de drogue, et je l'aidais. Une passeuse. Cet argent, j'ai montré la liasse de billets dans sa main, est sale. Et maintenant que tu l'as retiré, tu es complice. Tu mens, a murmuré Rachel. Mais il y avait de l'horreur dans ses yeux. C'est impossible. Pourquoi pas? Ai-je demandé avec un léger sourire. Parce que j'ai toujours été la calme et obéissante Evelyne, une femme qui ne contredisait jamais son mari, qui faisait toujours ce qu'on attendait d'elle. Les gens comme ça cachent souvent leurs plus sombres secrets. Pierre me regardait comme s'il me voyait pour la première fois. Peut-être que c'était le cas. Peut-être qu'il ne m'avait jamais vraiment vue. Jamais vraiment comprise en tant que personne avec des pensées, des sentiments, des désirs. Pour lui, j'avais toujours été juste maman, une source d'argent, de soutien, d'amour inconditionnel. Mais papa, balbutia-t-il, incapable de continuer. Ton père n'était pas l'homme que tu connaissais, ai-je dit fermement. C'était un bon acteur. Tous ses voyages d'affaires, toutes ses heures supplémentaires. Il gérait sa véritable affaire. Je le savais depuis le début, mais que pouvais-je faire? J'étais une jeune femme avec un bébé dans les bras. Et puis j'en suis devenue partie prenante. Je parlais et une partie de moi s'émerveillait de ma propre ingéniosité. D'où venait cette histoire? Pourquoi sonnait-elle si convaincante? Peut-être qu'au fond de moi, j'avais toujours soupçonné que la vie de Bernard avait des secrets. Il partait souvent en voyage d'affaires, revenant tard, parfois avec des sommes d'argent inattendues qu'il expliquait par des coups de chance. Non, a secoué la tête Pierre, mais je pouvais voir le doute dans ses yeux. Non, j'aurais su. J'aurais remarqué. Tu n'as jamais rien remarqué d'autre que tes propres désirs, ai-je dit amèrement. Tu n'as pas vu comment ton père changeait quand il pensait que personne ne le regardait. Tu n'as pas entendu les conversations téléphoniques à voix basse au milieu de la nuit. Tu n'as pas vu les gens qui venaient parfois quand tu étais à l'école ou avec des amis. Rachel semblait reprendre ses esprits après le choc initial. Ses yeux se sont plissés et elle m'a regardé attentivement,
comme pour déterminer si je disais la vérité. Si c'est vrai, a-t-elle dit lentement, pourquoi ne nous l'as-tu pas dit avant? Pourquoi l'aurais-je fait? Ai-je haussé les épaules. Bernard était mort. C'était fini. Je pensais pouvoir vivre confortablement de cet argent, mais ensuite la banque a commencé à poser des questions. Il s'avère qu'un des anciens partenaires de Bernard s'est fait prendre et il a commencé à parler. Des noms, des dates, des montants. Les stupes s'intéressaient à tous ceux qui lui étaient liés, y compris Bernard, ce qui veut dire moi. Et maintenant? A demandé Pierre, sa voix tremblante. Maintenant, c'est votre problème, ai-je répondu simplement. Vous avez retiré de l'argent de ce compte. Vos noms sont dans le système maintenant. S'il y a une enquête, vous devrez expliquer comment vous avez obtenu cet argent. Mais nous ne savions pas, s'est exclamée Rachel, sa voix montant d'une octave. Nous pensions juste. Vous pensiez que vous voliez une vieille femme, votre mère et belle-mère, ai-je terminé pour elle. Je ne suis pas sûre que ce soit mieux aux yeux de la loi. Pierre avait l'air sur le point de s'effondrer. Son visage était gris, ses mains tremblaient. Il tenait toujours l'argent, comme s'il l'avait oublié. Maman, a-t-il murmuré. Que allons-nous faire? Pour la première fois depuis des années, il me regardait comme il me regardait quand il était enfant, quand il avait peur ou mal, comme quelqu'un qui pouvait tout arranger, tout améliorer. Mais cette fois, je n'allais pas le sauver. Je ne sais pas, Pierre, ai-je dit froidement. C'est votre choix. Vous pouvez remettre l'argent sur le compte tout de suite et peut-être que personne ne le remarquera, ou vous pouvez le garder et espérer avoir de la chance. C'est à vous de voir. Rachel a attrapé le bras de Pierre. Rends l'argent, a-t-elle sifflé. Maintenant. Pierre avait l'air confus, mais il s'est tourné docilement vers le distributeur. Ses mains tremblaient si fort qu'il s'est trompé 2 fois de code. Je les regardais, me sentant étrangement calme. Ce que j'avais fait était cruel. Je leur avais menti, je leur avais fait peur. Mais ne le méritait-il pas? Ne m'avait-il pas trahi en premier? C'est fait, a dit Pierre en se tournant vers moi. Son visage était toujours pâle, mais il y avait quelque chose de nouveau dans ses yeux. De la peur mêlée de respect. Je suis désolé, maman. Moi aussi, Pierre, ai-je dit. Et c'était vrai. J'étais désolé que nous en soyons arrivés là. J'aurais aimé que mon propre fils ne soit pas capable de ça. J'aurais aimé le voir plus tôt. Rachel a tiré Pierre par le bras. Nous devons y aller, a-t-elle dit sans me regarder. Nous devons parler de tout ça. Pierre a hoché la tête, mais il n'a pas bougé. Il me regardait, et il y avait tant de questions dans son regard, tant d'incompréhension. Va, Pierre, ai-je dit doucement. Rentre chez toi avec ta femme. Pense à ce que tu as fait, à ce que tu es devenu. Il a ouvert la bouche comme pour dire quelque chose, puis l'a refermée et a simplement hoché la tête. Rachel l'a pratiquement traîné hors de la banque sans se retourner. Je suis resté là, debout près du distributeur, sentant l'adrénaline quitter lentement mon corps, laissant derrière elle de la fatigue et une étrange satisfaction amère. J'avais menti. J'avais manipulé. Je les avais terrifiés. Et je ne ressentais pas une once de remords. Quand je suis rentré de ma visite à la banque, mes mains tremblaient encore. Pas de peur, mais à cause de la montée d'adrénaline. Je n'aurais jamais pensé être capable d'un mensonge aussi froid et convaincant. D'où venait cette histoire de drogue? Bernard, mon mari simple et prévisible, un trafiquant de drogue. C'était si absurde que c'en était presque plausible. Je me suis fait feinter et je me suis assise dans mon fauteuil préféré près de la fenêtre. Essayant de donner un sens à ce qui s'était passé. Une partie de moi était satisfaite des visages pâles de Pierre et Rachel quand ils ont réalisé qu'ils avaient été pris la main dans le sac. L'autre partie de moi ressentait une légère pointe de conscience d'avoir menti, et d'avoir mal menti. Mais ne le méritaient-ils pas? N'étaient-ils pas les premiers à avoir franchi la ligne en me volant? Mon téléphone a sonné alors que je terminais ma 2e tasse de thé. Le nom de Pierre est apparu sur l'écran. J'ai hésité avant de répondre. Que lui dirais-je? Avouer que j'avais tout inventé ou continuer ce jeu étrange et dangereux? Allô? Ai-je finalement dit, en essayant de garder ma voix neutre. Maman, il faut qu'on parle. La voix de Pierre était tendue, presque au bord de la panique. Rachel et moi, on arrive. Il a raccroché avant que je puisse répondre. J'ai posé le téléphone, sentant un étrange calme m'envahir. Ils étaient en route, donc mon mensonge avait fonctionné encore plus que je ne l'avais espéré. J'ai décidé de ne pas me préparer,
de ne pas réfléchir à ce que j'allais dire. Laisser les choses suivre leur cours. Après tout, je n'avais pas planifié l'histoire à la banque. Elle était née d'un moment de désespoir et de colère. Peut-être que la même chose se produirait maintenant. Moins de 20 minutes s'étaient écoulées quand j'ai entendu une voiture s'arrêter. Des portières ont claqué. Des pas pressés dans l'allée. Puis la sonnette a retenti. Pas une sonnerie courte comme le faisait habituellement Pierre, mais une sonnerie longue et insistante. Je ne me suis pas pressé d'ouvrir, leur laissant le temps de s'énerver un peu plus. Finalement, quand je suis arrivé à la porte, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai ouvert. Pierre et Rachel se tenaient sur le seuil, tous deux ayant l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Le visage de Pierre était gris, des cernes sombres sous les yeux. Rachel, habituellement si soignée et impeccable, ne portait pas de maquillage, ses cheveux négligemment attachés en queue de cheval. « Entrez !» ai-je dit doucement en m'écartant. Ils se sont dirigés vers le salon, mais ne se sont pas assis, même si j'ai montré le canapé. Ils se tenaient tous les deux au milieu de la pièce, l'air déplacé et mal à l'aise dans cet espace familier où ils étaient venus des centaines de fois. « Maman !» a commencé Pierre, sa voix tremblante. « Nous devons avoir une conversation sérieuse sur ce que tu as dit à la banque. »« À propos de quoi exactement ?» ai-je demandé en m'asseyant dans mon fauteuil. « Du fait que vous me voliez mon argent, ou de l'origine de cet argent. » Pierre et Rachel se sont regardés. Il y avait un mélange de peur et de confusion dans leur regard. « De tout, » a répondu Pierre. « Maman, ce que tu as dit. C'est vrai. Papa était vraiment. » Il a balbutié, incapable de prononcer le mot. « Un trafiquant de drogue, » ai-je terminé pour lui. « Qu'en penses-tu » Rachel s'est finalement assise sur le bord du canapé, ses genoux tremblant visiblement. « Evelyne, » a-t-elle dit, en essayant de parler calmement, mais sa voix s'est éteinte. « Nous avons réalisé que ce que nous avons fait est terrible. Ce que nous avons fait, c'est impardonnable. Mais s'il te plaît, dis-nous la vérité. Nous devons savoir dans quoi nous nous sommes embarqués. » Je les ai regardés tous les deux, ces gens effrayés qui, hier encore, me volaient de sang-froid. Comme les rôles ont vite changé. Maintenant, ils étaient les victimes et je tenais leur sort entre mes mains. « La vérité ?» ai-je demandé à nouveau. « Êtes-vous sûr de vouloir la savoir ?» « Oui », a dit fermement Pierre, me regardant droit dans les yeux pour la première fois de toute la conversation. « Même si c'est terrible, nous devons savoir. » J'ai soupiré et je me suis adossé à mon fauteuil. Continuer le mensonge ou tout avouer. Qu'est-ce qui ferait le plus de bien? Qu'est-ce qui me protégerait le mieux à l'avenir? Très bien, ai-je dit enfin. Je vais vous dire la vérité, toute la vérité depuis le début. Ils se sont tous les deux penchés en avant, prêts à entendre ma confession. Quand j'ai rencontré votre père, ai-je commencé, décidant de poursuivre mon histoire, il était déjà impliqué dans cette activité. Il appelait ça une activité secondaire. J'étais jeune, naïve, amoureuse. Je l'ai cru quand il a dit que c'était temporaire, qu'une fois que nous serions sur pied, il arrêterait. Pierre s'est lentement affalé sur le canapé à côté de Rachel, son visage exprimant un choc total. Mais il ne l'a pas fait, ai-je continué. Au contraire, cela n'a fait que s'approfondir avec le temps. Les clients sont devenus plus importants, les sommes ont augmenté. Quand tu es né, Pierre, j'espérais que cela le changerait, qu'il réaliserait les risques qu'il faisait courir à sa famille. Mais Bernard a toujours été têtu. C'est pour vous, disait-il. Pour que vous ne manquiez de rien. Et toi, tu l'as aidé? A demandé Pierre, sa voix à peine audible. Pas tout de suite. J'ai secoué la tête. Au début, j'ai juste fermé les yeux. Je ne posais pas de questions quand il rentrait tard le soir avec des liasses de billets. Je ne demandais pas pourquoi un homme avec un diplôme d'études secondaires travaillant dans le bâtiment pouvait s'offrir une nouvelle voiture tous les 3 ans. Mais ensuite, il m'a demandé de l'aider. Prends juste ce paquet à cette adresse, disait-il. Remets juste cet argent à cette personne. Des petites courses qui sont devenues de plus en plus grandes et dangereuses avec le temps. Rachel écoutait, la bouche ouverte. Son visage exprimait un mélange d'horreur et de quoi? D'admiration, de curiosité. Et personne ne vous a jamais attrapé, a-t-elle demandé. Il y a eu des moments où ça a failli arriver. J'ai haussé les épaules. Une fois, j'ai été arrêté par la police alors que j'avais assez de produits dans mon coffre pour m'envoyer en prison pour 20 ans. Mais Bernard connaissait des gens. Il avait des relations. Pas seulement parmi les criminels,
mais aussi parmi ceux qui devaient les attraper. Pierre s'est passé la main sur le visage comme pour effacer ce qu'il venait d'entendre. Je n'ai jamais rien remarqué, a-t-il dit, plus pour lui-même que pour moi. Toutes ces années, comment ai-je pu ne rien voir? Tu as vu ce que nous voulions que tu vois, ai-je répondu. Une famille normale, un père qui travaille dans le bâtiment, une mère qui est caissière dans un supermarché. Nous avons fait de notre mieux pour te protéger de la vérité, Pierre. C'était peut-être une erreur. Peut-être aurions-nous dû être plus honnêtes. Mais nous avons fait ce que nous pensions être juste. Et puis papa est mort, a dit doucement Pierre. Et tu as continué seul. J'ai secoué la tête. Non. Quand Bernard est mort, j'ai décidé que c'était fini. Plus jamais. Je suis trop vieille pour ce genre de risque. Mais le problème, c'est, j'ai baissé la voix, qu'il reste de l'argent. De l'argent qui ne peut pas être expliqué. De l'argent qui attire l'attention si on commence à le dépenser. L'argent sur ton compte, a murmuré Rachel. Exactement. J'ai hoché la tête. L'argent que vous retiriez si agressivement depuis quelques mois. Ils ont tous les deux tressailli comme s'ils avaient été frappés. Aucun d'eux n'a essayé de nier l'évidence. Ils me volaient. C'était déjà un progrès. Nous ne savions pas, a commencé Pierre. Nous pensions. Vous pensiez que vous voliez une vieille femme, votre mère, l'ai-je interrompu. C'était censé être facile et sûr, n'est-ce pas? Qui aurait cru que vous vous retrouveriez accidentellement impliqué dans du blanchiment d'argent de la drogue? Qu'est-ce qu'on est censé faire maintenant? A demandé Rachel, sa voix pathétique. Je ne sais pas. Ai-je haussé les épaules? C'est votre problème, pas le mien. Mais tu es ma mère, s'est exclamé Pierre. Tu ne peux pas juste. Je ne peux pas quoi? Les yeux regardaient froidement. Te laisser affronter les conséquences de tes actes? Pierre, tu m'as volé. Tu as trahi ma confiance. Et maintenant, tu veux que je te sauve? Il a balbutié, ne sachant que dire. Evelyne, est intervenue Rachel, sa voix plus douce, suppliante. Nous réalisons que nous avons fait une terrible erreur. Nous sommes désolés. Vraiment. Mais s'il te plaît, aide-nous. Nous ne voulons pas aller en prison. Nous avons toute notre vie devant nous. Je l'ai regardée. Cette femme qui m'avait toujours regardé avec un mépris mal dissimulé, qui m'avait toujours vu comme un moyen d'arriver à ses fins. Et maintenant elle me suppliait de l'aider. J'ai une vie aussi, Rachel, ai-je dit doucement. Une vie que vous avez essayé de détruire en prenant mes économies. Que auriez-vous fait si je ne vous avais pas attrapé? Auriez-vous continué à voler jusqu'à vider complètement le compte? Et ensuite? Auriez-vous attendu que je meure pour avoir le reste? Pierre et Rachel sont restés silencieux, et leur silence était plus éloquent que n'importe quel mot. J'ai vu de la honte dans leurs yeux, mais pas de remords. Ils étaient désolés, non pas pour ce qu'ils avaient fait, mais de s'être fait prendre. Je dois y réfléchir, ai-je dit finalement. Ce n'est pas le genre de décision qui se prend en 5 minutes. Bien sûr, maman, a dit rapidement Pierre. Nous comprenons. Ne fais rien d'irréfléchi, d'accord? J'ai souri. Irréfléchi. Comme quoi? Le signaler à la police ou au fisc? Ils ont tous les deux tressailli. Non, non, a protesté Pierre. Ce que je voulais dire, c'est que nous pourrions arranger les choses. Rendre l'argent. Réparer nos torts. Comment exactement, ai-je demandé, sans cacher mon scepticisme. Nous pourrions. A-t-il balbutié, n'ayant manifestement pas de réponse prête. Nous pourrions t'aider davantage. Venir plus souvent, faire les courses, nettoyer la maison. Donc, tu me proposes d'échanger les 7000 € que j'ai volés contre le fait de sortir les poubelles et de faire la vaisselle de temps en temps. Je n'ai pas pu cacher mon sarcasme. C'est une offre généreuse. Rachel a posé sa main sur le genou de Pierre, l'arrêtant. Evelyne, a-t-elle dit, en essayant de garder sa voix calme et raisonnable. Regardons la situation objectivement. Si tu vas à la police, nous pourrions être arrêtés. Mais tu devras aussi répondre à des questions difficiles. Sur l'origine de l'argent, ton implication dans les affaires de Bernard. Je vois où elle voulait en venir. Elle essayait de me menacer, sous-entendant que si j'allais à la police, je serais aussi touchée. Tu as raison, Rachel, ai-je dit avec un sourire. Ce serait désagréable. Mais tu sais quelle est la différence entre toi et moi? J'ai 67 ans. J'ai vécu ma vie. Même si je suis arrêtée, qu'est-ce que j'ai à perdre?
Quelques années seule dans une maison qui devient trop grande pour une vieille femme. Et pour vous, je leur ai lancé à tous les deux un regard significatif. Vous avez beaucoup à perdre. Ma menace a plané dans l'air, claire et sans équivoque. Je les ai vus tous les deux pâlir, réalisant que je ne bluffais pas, que j'étais vraiment prête à détruire leur vie, même au prix de la mienne. Mais je ne veux pas faire ça, ai-je continué après une pause. Je ne veux pas détruire ta vie, Pierre. Quoi qu'il en soit, tu es mon fils, et je veux croire que quelque part au fond de toi, tu es toujours le garçon que j'ai aimé inconditionnellement. Les yeux de Pierre se sont remplis de larmes. Pour la première fois depuis des années, j'ai vu une émotion réelle et non feinte en eux. Maman, a-t-il murmuré. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Nous étions désespérés. L'entreprise s'effondrait. La banque menaçait de saisir la maison. Je ne voyais pas d'autre solution. Il y a toujours une autre solution, ai-je dit fermement. Tu aurais pu venir me voir. Tu aurais pu me parler honnêtement. Demander de l'aide au lieu de voler dans mon dos. Je sais. Il a baissé la tête. J'ai tout gâché. Rachel restait silencieuse, son visage impénétrable. Je pouvais voir son cerveau travailler, calculer ses options, chercher une issue. Elle avait toujours été pragmatique, cette Rachel, pensant toujours quelques coups d'avance. Voici ce que nous allons faire, ai-je dit finalement. Vous allez me rendre tout ce que vous avez pris, jusqu'au dernier centime. Vous avez un mois. Un mois? M'a interrogé Pierre. Mais c'est impossible. Nous n'avons pas cette somme d'argent. Alors trouvez-la. Ma voix était ferme. Vendez quelque chose. Faites un prêt. Faites des heures supplémentaires. Je me fiche de la manière dont vous le ferez, mais je veux voir 7 000 € sur mon compte dans un mois. Et si nous ne pouvons pas? A demandé prudemment Rachel. Alors j'irai à la police, ai-je répondu simplement. Et je leur dirai tout, comment vous m'avez volé et d'où venait cet argent. Mais ça te mettrait aussi dans le pétrin, s'est exclamé Pierre. Oui, ai-je convenu. Mais comme je l'ai dit, je n'ai rien à perdre. Et vous? Ils se sont regardés, réalisant qu'ils n'avaient pas le choix, que je les avais acculés comme ils avaient essayé de m'acculer. Nous récupérerons l'argent, a dit fermement Pierre. Je te le jure, maman. Nous arrangerons les choses. Je suis contente de l'entendre. J'ai hoché la tête. Une dernière chose. Je change les codes PIN, les mots de passe, tout. Et si je remarque qu'il manque 1 € de mon compte à mon insu, je n'attendrai pas un mois. J'irai directement à la police. Nous comprenons, a dit rapidement Rachel. Plus rien de tel ne se reproduira. Nous le promettons. Je les ai regardés tous les deux. Ces gens effrayés et pathétiques qui, hier encore, pensaient pouvoir me voler en toute impunité. Comme les rôles changent vite. Comme les forts deviennent vite faibles et les faibles deviennent forts. Alors nous sommes d'accord, ai-je dit en me levant. Maintenant, si ça ne vous dérange pas, je suis fatiguée. La journée avait été longue et éprouvante. Ils se sont levés aussi, clairement soulagés que la conversation soit terminée. Pierre a fait un mouvement comme s'il voulait me prendre dans ses bras, mais s'est ravisé et a simplement hoché la tête. Merci, maman, a-t-il dit doucement. De nous donner une chance de réparer les choses. Je n'ai pas répondu. Je les ai simplement accompagnés à la porte et je l'ai refermée derrière eux. Puis je suis retournée dans le salon et je me suis assise dans mon fauteuil, ressentant un étrange mélange de fatigue et de satisfaction. Je leur avais menti. Menti si bien que j'ai failli croire ma propre histoire. Bernard n'a jamais été un trafiquant de drogue. C'était un homme simple et honnête qui a travaillé dur toute sa vie pour subvenir aux besoins de sa famille. L'argent sur mon compte était propre. Les économies de Bernard, son assurance, ma retraite. Mais Pierre et Rachel ne le savaient pas, et ils ne le sauront jamais. Qu'ils vivent dans la peur. Qu'ils pensent qu'ils pourraient être arrêtés pour blanchiment d'argent à tout moment. Peut-être que cette peur leur apprendra ce que j'ai échoué à leur apprendre toutes ces années. Le respect. Le respect pour moi, pour ma vie, pour mes décisions. Je ne me sentais pas coupable de mes mensonges. Après tout, ce sont eux qui ont franchi la ligne en premier en me volant. Je me défendais simplement de la seule manière que je pouvais, avec intelligence et ingéniosité. Et si cela signifiait transformer Bernard en trafiquant de drogue et moi-même en sa complice, eh bien, soit. Après tout, c'était un petit prix à payer pour ma sécurité et ma tranquillité d'esprit. Pour l'assurance que personne d'autre ne volerait ce qui m'appartenait de droit,
même si cette personne est mon propre fils. Le temps a une qualité étrange. Il s'étire à l'infini et file à toute vitesse. 5 mois s'étaient écoulés depuis ce jour à la banque où j'avais surpris Pierre et Rachel en train de retirer de l'argent de mon compte. 5 mois depuis que j'avais raconté cet incroyable mensonge qui a tout changé. C'est une chaude journée de printemps. Je suis assise sur la véranda de ma maison, sirotant une limonade et regardant les enfants du quartier jouer dehors. Leur rire cristallin me rappelle Pierre enfant, tout aussi énergique, tout aussi insouciant. Quand les choses ont-elles changé? Quand mon petit garçon est-il devenu un homme capable de voler sa propre mère? Beaucoup de choses se sont passées pendant ces mois. Ou plutôt, presque rien ne s'est passé. Et c'est là que réside le plus grand changement. Pierre et Rachel ne m'appellent plus pour de l'argent. Fini les visites surprises au cours desquelles ils mentionnent nonchalamment leurs difficultés financières. Ils n'essaient plus de me culpabiliser ou de m'apitoyer. Ils ont disparu de ma vie comme s'ils n'avaient jamais existé. Bien sûr, cela ne s'est pas fait en une seule fois. Après notre conversation, quand je leur ai donné un ultimatum, rendre l'argent volé dans un mois ou j'irai à la police, ils ont paniqué. Pierre appelait presque tous les jours, la voix pleine d'anxiété. « Maman, on essaie. » « Vraiment, disait-il, mais réunir 7 000 € en un mois, c'est presque impossible. Je suis restée inflexible. Tu as trouvé un moyen de voler cet argent, Pierre. Maintenant, trouve un moyen de le rendre. La 3e semaine, Rachel est venue me voir seule. Elle avait l'air décharnée, des cernes sombres sous les yeux. Pour la première fois depuis que je la connaissais, elle n'était ni parfaitement habillée ni maquillée. « Evelyne, a-t-elle dit, assise sur le bord du canapé de mon salon. Nous avons vendu la voiture, celle de Pierre, et j'ai mis tous mes bijoux en vente. Nous avons réuni près de 5 000 €, mais nous avons besoin d'un peu plus de temps pour le reste. S'il vous plaît. » Je l'ai regardée attentivement. Il y avait une peur sincère dans ses yeux, pas de remords. Elle n'était pas désolée de ce qu'elle avait fait, juste de s'être fait prendre. Mais la peur était réelle. Peur d'une arrestation éventuelle, de ruiner leur vie, de ce qui pourrait arriver si la vérité sur l'argent de la drogue éclatait. « D'accord, » ai-je dit après une longue pause. « Vous avez 2 semaines de plus, mais pas un jour de plus. » Rachel a poussé un soupir de soulagement. « Merci, Evelyne. Nous ne vous décevrons pas. Je le promets. » Ils ont tenu leur promesse. Exactement 2 semaines plus tard, Pierre a viré 7 000 € sur mon compte. Il n'est pas venu en personne. Il n'a pas appelé. Il a juste fait le virement. Je l'ai découvert en consultant mon compte en ligne. Après cela, le silence. Pas d'appel, pas de visite. C'était comme si Pierre et Rachel avaient décidé de disparaître complètement de ma vie. C'était un peu frustrant au début, car Pierre était mon fils unique. Mais ensuite, j'ai réalisé que c'était exactement ce que je voulais. La paix. La libération des relations toxiques, des demandes constantes, de la manipulation. J'ai commencé à vivre pour moi. Pour la première fois depuis des décennies, je pouvais faire ce que je voulais sans me soucier de ce que Bernard dirait ou de la façon dont Pierre le prendrait. Je me suis inscrite à un cours d'aquarelle au centre culturel local, une chose que j'avais toujours voulu essayer mais que j'avais remise à plus tard. J'ai commencé à marcher davantage, à profiter de la nature et de l'air frais. Je me suis fait de nouvelles amies parmi mes voisines, des personnes âgées comme moi qui appréciaient les plaisirs simples de la vie. Un jour, environ 3 mois après l'incident à la banque, j'ai croisé Rachel au supermarché. Elle se tenait devant un rayon de conserves, étudiant les prix. Ses vêtements étaient simples, même un peu usés, pas du tout son style habituel. Quand elle m'a vue, elle a sursauté et a failli laisser tomber la boîte de thon qu'elle tenait. « Evelyne » a-t-elle marmonné, ne sachant manifestement pas comment se comporter. « Bonjour, Rachel » ai-je répondu calmement. « Comment vas-tu? Comment va Pierre? » « On va bien » a-t-elle dit en évitant mon regard. Pierre a trouvé un nouveau travail dans une entreprise de nettoyage. Ce n'est plus sa propre entreprise, juste un simple employé. Et moi, je suis toujours à la clinique. J'ai hoché la tête, ne montrant ni sympathie ni jubilation. Dis-lui bonjour de ma part. J'étais sur le point de partir quand Rachel m'a soudainement attrapé le bras. « Evelyne !» Sa voix était basse, presque suppliante. « Tu ne diras rien à personne, n'est-ce pas? À propos de l'argent, de Bernard, de tout ça. » J'ai regardé son visage effrayé et j'ai réalisé que mon mensonge fonctionnait toujours, qu'elle avait toujours peur. Peur de la police, peur d'être arrêtée, peur d'être démasquée.
Non, Rachel, ai-je dit doucement. Tant que vous restez loin de mon argent, vos secrets sont en sécurité. Elle a expiré de soulagement et a lâché ma main. Merci. Et, pardonnez-nous pour tout. Je n'ai pas répondu, j'ai simplement hoché la tête et j'ai continué mes courses. Mais cette courte conversation m'a procuré une étrange satisfaction. Ils avaient toujours peur. Ils croyaient toujours à mon histoire de drogue et de blanchiment d'argent. Et cette peur était ma garantie qu'ils n'essaieraient plus jamais de me voler. Le lendemain de cette rencontre, j'étais assise sur la véranda, profitant du soleil matinal, quand la sonnette a retenti. C'était le facteur avec une lettre recommandée de Pierre. J'ai ouvert l'enveloppe avec une certaine appréhension, ne sachant pas à quoi m'attendre. À l'intérieur, il y avait un court mot et un chèque de 3000 €. Maman, écrivait Pierre, c'est une partie de l'argent que nous t'avons pris au fil des ans. Pas seulement les 7000 que nous avons remboursés, mais tout le reste. Les prêts que nous n'avons jamais remboursés, les cadeaux que nous avons demandés. Je ne peux pas tout rembourser d'un coup, mais j'enverrai un peu chaque mois. N'essaie pas de me contacter. Je ne suis pas prêt à parler. Peut-être un jour, mais pas maintenant. Pierre. J'ai fixé ce chèque pendant un long moment, ne sachant pas quoi ressentir. D'un côté, c'était la première fois que Pierre essayait vraiment de réparer ses torts. De l'autre, sa réticence à me voir ou à me parler suggérait que notre relation était probablement ruinée pour toujours. Mais était-ce une mauvaise chose? Peut-être que parfois, il vaut mieux ne pas avoir de relation du tout que d'en avoir une qui est toxique et destructrice. Peut-être que cette distance, cette aliénation, était exactement ce dont nous avions tous les deux besoin. J'ai déposé l'argent à la banque et j'ai écrit un court mot en retour. Reçu. Merci. Maman. Je n'avais rien de plus à dire. À partir de ce moment, chaque mois, je recevais un chèque de Pierre. Le montant variait, parfois 1000, parfois moins. Mais il était constant dans son désir de rembourser. Et cela m'a réconcilié, d'une manière étrange, avec notre situation. Pas avec sa trahison, que je n'oublierai ni ne pardonnerai jamais complètement, mais avec le fait que notre relation était différente maintenant, plus distante, mais peut-être plus honnête. Aujourd'hui, assise sur la véranda et regardant les enfants jouer, j'ai soudain réalisé que j'étais heureuse. Pas la joie vive et exubérante que ressentent les jeunes, mais le bonheur tranquille et calme d'une personne qui est enfin en paix avec elle-même. Je ne me sens plus utilisée ou trompée. Je ne me sens plus comme un distributeur automatique pour mon fils et ma belle-fille. Je suis simplement Evelyne, une femme qui a vécu une longue vie, a beaucoup vu, beaucoup vécu, et qui profite maintenant d'une paix bien méritée. Mon téléphone a sonné, interrompant mes réflexions. Le numéro était inconnu. Allô, ai-je répondu. Madame Rousseau? A demandé une voix de femme. C'est Lorraine du Centre culturel. Je vous appelle pour vous rappeler votre cours de peinture de demain. Et je voulais aussi vous dire que votre œuvre du dernier cours a été sélectionnée pour une exposition locale. Cela vous dérange-t-il? J'ai souri. Mon aquarelle, un simple paysage avec une vue sur les montagnes de Belle-Rive, a été choisi pour l'exposition. Qui l'aurait cru? Non, ça ne me dérange pas, ai-je répondu. Merci, Lorraine. Je serai là demain comme d'habitude. En raccrochant, j'ai ressenti une vague de fierté. À 67 ans, j'avais commencé un nouveau chapitre de ma vie. J'avais trouvé une nouvelle passion, de nouveaux amis, un nouveau sens. Tout cela grâce à un mensonge bien placé. Je pense souvent à cette histoire que j'ai inventée à la banque. Bernard le trafiquant de drogue, moi-même la passeuse, le blanchiment d'argent. Cette histoire est née du désespoir et de la colère, mais elle a été si efficace qu'elle a changé toute ma vie. Bien sûr, une partie de moi ressentait une pointe de conscience pour avoir terni la mémoire de Bernard, l'avoir transformé en criminel. Mais ne le méritait-il pas en étant si indulgent avec Pierre? N'avait-il pas préparé le terrain pour que notre fils devienne un homme égoïste et irresponsable? Et une partie de moi se sentait coupable d'avoir peut-être détruit ma relation avec mon fils avec ses mensonges. Mais n'était-elle pas déjà en ruine? Une relation basée sur l'utilisation et la manipulation vaut-elle la peine d'être préservée? Non, je ne regrette pas ma décision. Parfois, les mensonges peuvent être des armes de justice. Parfois, c'est le seul moyen de se protéger lorsque tous les autres moyens ont été épuisés. Un mois après avoir rencontré Rachel au supermarché, j'ai appris par une voisine que l'entreprise de nettoyage de Pierre avait fermé, que lui et Rachel avaient vendu leur maison et déménagé dans un appartement plus petit, que Pierre travaillait maintenant pour quelqu'un d'autre au lieu de lui-même. Cela aurait dû me rendre sympathique, ou du moins me faire pitié.
Après tout, c'est mon fils. Mais tout ce que j'ai ressenti, c'est du soulagement. Le soulagement qu'ils ne puissent plus me demander d'argent pour leur entreprise ou leur maison. Qu'ils fassent enfin face à la réalité et commencent à vivre selon leurs moyens. Et c'était peut-être ma vraie vengeance. Pas de les avoir effrayés avec l'histoire de la drogue, mais de les avoir forcés à vivre honnêtement, sans le soutien financier sur lequel ils avaient toujours compté, sans les prêts qui n'étaient jamais remboursés, sans les cadeaux qui étaient en réalité de l'extorsion. Je les ai forcés à grandir. Et c'était peut-être la meilleure chose que j'aurais pu faire pour eux. Le soleil a commencé à se coucher, colorant le ciel de nuances de rose et d'or. Les enfants avaient quitté la rue, remplacés par les passants du soir, des couples promenant leurs chiens, des personnes âgées profitant de la fraîcheur après une journée chaude. J'ai fini ma limonade et j'ai décidé qu'il était temps de préparer le dîner. Ce soir, j'avais invité 2 nouvelles amies du groupe de peinture, Marthe et Éléonore. Nous allions discuter de l'exposition à venir et partager des idées pour de nouvelles œuvres. Je n'avais jamais invité d'invités auparavant, à l'exception de Pierre et Rachel. Bernard n'aimait pas les étrangers dans la maison. Et après sa mort, je m'étais juste habituée à être seule. Mais tout a changé maintenant. J'ai changé. Je suis devenue une femme qui n'a pas peur de dire non, qui ne laisse pas les autres profiter d'elle, qui valorise son indépendance et sa liberté au-dessus d'un faux bien-être familial. Parfois, je pense que j'aurais dû le faire plus tôt, me défendre, refuser d'être une victime, trouver la force de changer la situation. Mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Et à 67 ans, j'ai enfin commencé à vivre pour moi. Je ne sais pas ce qui attend Pierre et Rachel. Peut-être qu'un jour ils réaliseront que mon histoire était un mensonge. Peut-être que Pierre trouvera la force de venir me parler honnêtement, sans faux semblant ni manipulation. Peut-être que nous pourrons construire une nouvelle relation, pas aussi proche que la relation habituelle mère-fils, mais plus saine que ce que nous avions avant. Mais même si cela n'arrive pas, ça va. J'ai appris à vivre sans eux, et cette vie a été meilleure que je n'aurais pu l'imaginer. En entrant dans la cuisine pour commencer à préparer le dîner, j'ai remarqué le courrier du jour sur la table près de la porte d'entrée. Parmi les factures et les brochures publicitaires, il y avait une autre enveloppe de Pierre. Un autre chèque, sans doute. Je l'ai ouverte et j'ai trouvé non seulement un chèque de 2000 €, mais aussi un court mot. Maman, j'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps. Peut-être qu'on devrait parler. Si tu es d'accord, appelle-moi. Pierre. J'ai fixé ce mot pendant un long moment, ne sachant pas quoi ressentir. Une partie de moi voulait l'appeler immédiatement, entendre sa voix, peut-être même essayer de réparer notre relation. L'autre partie de moi se demandait si ce n'était pas juste une autre manipulation. N'y avait-il pas un agenda caché derrière cette invitation à parler? Une nouvelle demande d'argent ou d'aide? Mais ensuite, j'ai réalisé que cela n'avait plus d'importance. Je ne suis plus une femme qu'on peut facilement tromper ou utiliser. J'ai appris à me protéger, mes limites, mes intérêts. Et si Pierre veut vraiment parler, je l'écouterai, mais à mes conditions, avec mes nouvelles règles. J'ai posé le mot sur la table, décidant d'y réfléchir plus tard. Pour l'instant, j'avais d'autres projets. Un dîner entre amis, parler d'art, de la vie, de l'avenir. De mon avenir, qui pour la première fois depuis des années semblait lumineux et plein de possibilités. Parfois, les mensonges peuvent être des armes de justice. Parfois, c'est le seul moyen de changer ce qui semble immuable. Et parfois, de ces mensonges, une nouvelle vie, plus honnête, peut naître. Je ne sais pas si j'ai bien fait de mentir à Pierre et Rachel. Je ne sais pas si j'aurais dû rompre notre relation de manière si radicale. Mais ce que je sais, c'est que pour la première fois depuis des années, je me sens libre. Libre de la manipulation, libre de la culpabilité, libre de devoir être le distributeur automatique de quelqu'un. Et cette liberté vaut tous les mensonges.